Bonjour et bienvenue à l'interview. Aujourd'hui, je reçois Alain Destex. Bonjour. Bonjour. Député bruxellois et sénateur. Alors, tout d'abord, je voudrais vous faire réagir à cette élection la semaine dernière de Donald Trump. Vous étiez un des rares supporters dans le monde politique bruxellois à vous afficher certaines affinités. Vous l'avez même félicité sur Twitter assez rapidement. Alors, est-ce qu'il va faire ce qu'il a promis pendant la campagne ? Bon, certaines affinités, en tout cas, je ne sais pas, mais en tout cas, les gens commencent à réaliser que ce n'est pas la catastrophe annoncée, ce n'est pas la fin du monde, l'élection de Trump. Et je pense que ça illustre la faillite du système médiatique. Tous les médias belges et presque tous les médias américains étaient contre Trump. Or, il a quand même été élu. Et pour moi, c'est grave ce divorce qui existe entre ce qu'on a appelé l'élite, l'établissement, le système médiatique et les réactions de la population américaine. Alors, le New York Times s'est excusé. Il a reconnu son erreur. Il a été un organe propagandiste de Clinton et pour moi, il a perdu toute crédibilité dans cette campagne. Moi, je m'attendrais à ce que des journalistes belges s'excusent, voire démissionnent d'avoir couvert de façon aussi partielle la campagne. Par exemple, sur les 4 chroniqueurs de Chroniques de Borsu à RTL, 3 sur 4 donnaient 0 chance sur 10 à Trump d'être élu. Et aujourd'hui, ils sont toujours chroniqueurs et les journalistes, les mêmes qui se sont aussi lourdement trompés, continuent à nous assigner leur sentence. Ils ne sont pas là pour se défendre. Mais non, je ne vais pas citer leur nom non plus. Mais Trump a gagné les élections, ça c'est certain. Oui. Mais enfin, le vote populaire, il y a plus de voix pour Clinton. Alors, vous savez, c'est le système américain qui est un peu particulier. Parce qu'évidemment, la campagne est organisée autour du fait qu'il faut gagner des États. Si l'élection se jouait au vote populaire, c'est une autre campagne. Par exemple, Trump aurait fait campagne en Californie et à New York, ce qu'il n'a pas fait. Donc on ne peut pas utiliser cet argument. L'argument, c'est quand vous êtes candidat, vous utilisez le système électoral pour gagner selon le système électoral. Je pense que s'il y avait eu un vote populaire, et que le gagnant était celui qui avait le plus de voix, Trump aurait gagné aussi. Mais à part demander la démission des chroniqueurs qui ont prévu... Non, pas seulement les chroniqueurs, tous les journalistes qui ont honteusement soutenu Clinton, sans être balancés et équilibrés, et qui ont oublié que le devoir du journaliste était d'informer et pas de prendre des opinions. Donc dans cette affaire, il y a eu une confusion permanente entre les faits et l'opinion. Et aujourd'hui, les gens découvrent que que Trump n'est pas le diable, et vous allez voir, ça va bien se passer. Alors, ce n'est pas le diable. Pour vous, le fait qu'il tenait des propos misogynes et xénophobes, c'était juste des propos de campagne. Vous croyez qu'il va être un autre président? Il a tenu des propos inacceptables, ça, on est d'accord. Oui. Est-ce que ça le disqualifie pour être président? Je ne crois pas. On n'a pas du tout parlé du fait, par exemple, que Mme Clinton a fait une campagne qui a attisé les questions raciales. Oui, mais c'est très important. Mais c'est lui qui est élu. Oui, c'est lui qui est élu, mais lui s'est adressé à tous les Américains. Ok. Il y a quand même une majorité de femmes. Il y a une majorité de femmes qui ont voté pour lui. Il y a 30% d'hispanophones qui ont voté pour lui. Il y a en 10 et 20% de Noirs américains. Donc, il s'est adressé à toute la population. On n'a pas assez souligné le fait que Mme Clinton a essayé de cliver en disant « je m'adresse aux Noirs, aux femmes, aux Latinos, à l'exception des hommes blancs ». Donc, elle a mené une campagne de type raciste. Mais c'est Trump qui est président. Aujourd'hui, va-t-il mettre ce mur? Va-t-il prenons le mur qui semble poser un problème, qui semble poser un tel problème à l'État. D'abord, il y a déjà sur plusieurs centaines de kilomètres un mur. Je vous rappelle qu'ici en Europe, à Ceuta et Melilla, pour ceux qui ne savent pas où c'est, enclave espagnole en territoire marocain, il y a aussi un mur. En Macédoine, il y a aussi un mur qui empêche, jusqu'à un certain point, les migrants de venir en Europe. Donc, voyez-vous, on fait tout un truc, tout un fantasme sur quelque chose qui existe déjà en partie aux États-Unis et également en Europe. Et le mur, ça sert à quoi? Ça ne sert pas à dissuader l'immigration légale. Ça sert à dissuader l'immigration illégale. Donc je ne vois pas où est le problème. Certains ont dit que l'obligation du droit de vote en Belgique faisait une espèce de rempart contre les populistes et les démagogues. Et vous, est-ce que vous êtes pour l'obligation de droit de vote ou comme certains OMR, vous trouvez qu'il faut laisser la liberté aux gens de voter? Bon, pour moi, ce n'est pas un enjeu du tout important compte tenu des problèmes de la société aujourd'hui. Mais je suis plutôt pour la liberté, donc les gens peuvent décider de voter ou pas. Mais pour moi, c'est un problème tout à fait secondaire aujourd'hui par rapport aux défis du terrorisme, de l'islamisme, de l'immigration, du chômage, de l'identité. Donc je souhaiterais qu'on n'en parle pas trop.
Au moins, c'est clair. Oui, même si au sein du MR, on en parle. Eh bien, passons à ce deuxième thème. Ce week-end, c'était le 13 novembre. Hein, donc, on a beaucoup parlé partout, chez les gens, dans les médias, dans les réseaux sociaux, de ce 13 novembre, de cette année particulière que nous avons tous vécue, avec des attentats, même chez nous. Mais tout d'abord, je voulais revenir sur un invité que nous avons eu il y a une dizaine de jours, Ahmed El Kannous, qui est député échevin de Molenbeek, CDH, qui avait été assez dur vous concernant. Je crois qu'il vous répondait aussi. Concernant l'affaire Attar. Alors, Oussama Attar, c'est cet homme qui a la double nationalité belgo-marocaine et qui avait été arrêté en 2010 pour une affaire apparemment de faux papiers en Irak. Et certains, dont Ahmed El Kannous, avaient fait partie de son soutien. Et il trouvait que vos critiques par rapport à ce soutien qu'il avait eu à cette époque-là, c'était scandaleux. Et il vous a traité sur antenne de charognard de la politique qui ne vérifie pas ses sources. Alors, ça vous a étonné, ce genre d'attaque assez dure? Mais avant de répondre à cet individu insignifiant qui est El Kannous, je voudrais revenir sur le 13 novembre qui me paraît beaucoup plus important. Parce que là aussi, ce que moi j'y vois, c'est aussi, excusez-moi d'insister, c'est aussi la faillite du système médiatique. Le Monde a sorti hier en une grande enquête montrant que presque tous les auteurs des attentats de Paris et Bruxelles étaient arrivés à travers le flot des migrants, et la plupart escortés par Adem Salama. 10 d'entre eux. 10 d'entre eux, vous venez de le dire. Eh bien, moi, hier soir et ce matin, j'ai fait un peu de travail et j'ai tapé sur Internet et j'ai trouvé un tas d'articles dans la presse belge et dans la presse française nous expliquant que, ouh là là, il ne fallait surtout pas confondre les migrants, les terroristes, qu'il n'y avait pas de terroristes dans les flux de migrants, etc. Donc, je vous donne encore... Comme ça veut dire qu'il faut confondre les migrants et les terroristes? Ça veut dire, ça veut dire que sans, monsieur Deleu, ça veut dire que sans, et je pèse mes mots, sans le flux de migrants, il n'y aurait pas eu les attentats de Paris et de Bruxelles. Et ce n'est pas moi qui fais cette déduction, je déduis cela de ce que le Monde, de l'enquête du Monde, qui n'est certainement pas un journal de droite, a fait ce week-end. Mais tous les terroristes ne sont pas arrivés par là, pas tous. 10 des 12 peut-être qui ont commis les attentats de Bruxelles. Alors, si vous estimez que 10 sur 12 arrivés dans le flot de migrants, et ce qui me tracasse une fois de plus pour la vigueur démocratique de notre société, c'est de constater qu'on nous a asséné un discours nous expliquant que non, c'était marginal. François de Smet a expliqué que oui, on a fait peut-être 2-3, mais que de toute façon, ils ne venaient pas à travers le flux des migrants, qu'ils avaient d'autres moyens, ils avaient plus... Lui dirige l'Observatoire des migrations pour le gouvernement. Ce n'est pas les médias, c'est une institution. Lui, les médias, je vous dis, je ne vais pas vous faire la liste des articles de presse que j'ai trouvés hier soir et ce matin, faites-le vous-même, mais une fois de plus, au nom de l'idéologie et du politiquement correct, nous avons été désinformés. Alors, pour en revenir à M. El Kannous, écoutez, voilà, je ne sais pas vraiment si je dois répondre. Moi, ce qui m'inquiète, c'est de constater qu'un certain nombre de députés, lui-même, M. Icasban et d'autres, Mme Genot, ont soutenu un terroriste et quelqu'un dont on savait déjà à l'époque où ils l'ont soutenu qu'il était un terroriste. Ils font aujourd'hui la même erreur avec un terroriste qui est incarcéré au Maroc, M. Ali Arras, et ils n'ont toujours rien compris de leurs erreurs, et aujourd'hui ils refont un comité de soutien pour soutenir M. Ali Arras. Alors pour moi, si vous voulez, c'est la 5e colonne. Ce sont des gens qui, à une autre époque, auraient été considérés comme des traîtres. Bien entendu, ils ne soutiennent pas les terroristes, je n'ai pas dit ça, mais toute leur carrière politique a flirté avec le communautarisme. Elle a consisté à nier la montée de l'islamisme. Elle a consisté à faire semblant qu'il n'y avait pas de problème à Molenbeek, à Bruxelles, qu'on vivait bien ensemble, que le vivre ensemble c'était formidable. Et aujourd'hui, ça leur pète dans la gueule. Pour moi, c'est la 5e colonne et je ne peux pas les décrire autrement. Mais ils n'ont pas été les seuls à soutenir finalement. Oui, Amnesty International et quelques autres. Il y a effectivement, même le gouvernement belge lui-même à l'époque a demandé des informations aux Irakiens pour savoir comment était traité ce belgo-marocain. Mais ça, c'est normal. Mais
comment est-ce qu'on peut savoir, 5 ans, là en l'occurrence 6 ans à l'avance, que quelqu'un va devenir un des probables instigateurs des attentats? Il a déjà été arrêté pour terrorisme. Donc ses avocats et le comité de soutien ont dit oui, son passeport n'était pas en règle. Mais pas du tout. Il a été arrêté pour trafic d'armes à la frontière entre la Syrie et l'Irak. Et déjà, donc, pour celui qui veut se renseigner un peu, il était déjà suspecté de terrorisme à l'époque. Et il y a un élément de preuve de ça, c'est que le député d'Allemagne, qui n'est pas de mon parti, qui est du CDH, qui est du parti de M. El-Khanous. Qui est du parti de M. El-Khanous. Georges d'Allemagne avait été contacté pour être membre du comité de soutien et s'était méfié et avait refusé. Donc tout qui cherchait un peu à savoir ce qui s'était passé aurait dû être suspicieux. Et eux ont plongé là-dedans et plongent encore aujourd'hui. Et je ne comprends pas comment des députés appartenant à ces 3 partis, PS, Écolo et CDH, peuvent encore aujourd'hui, premièrement, ne pas reconnaître qu'ils ont fait une grave erreur, mais deuxièmement, soutenir M. Ali Arras, qui est aussi incarcéré pour terrorisme au Maroc. Alors, autre sujet dont on parle aussi ces derniers temps, c'est l'affaire Chaudieff, qui devient maintenant petit à petit une affaire de Decker, puisque le bourgmestre de Ducle, aussi avocat, se serait présenté au nom du gouvernement français et aurait essayé de jouer d'influence auprès du système judiciaire belge et de l'exécutif. Alors maintenant, on met même en cause le parquet qui aurait servi les intérêts de ce belgo-kazakh Chaudieff dans cette affaire de transaction pénale. Que doit faire Armand de Decker? Il va être entendu par le MR dans 2 jours. Que doit-il faire? Je ne sais pas ce que doit faire Armand de Decker, mais moi je constate qu'il n'est pas inculpé à ce stade et que l'enquête provient du Soir, qui selon moi est un journal qui a perdu toute crédibilité, que ce soit récemment à travers l'affaire Trump, qui considère que Sarkozy et Bart de Wever, c'est quasiment l'extrême droite et qu'ils sont fascistes. Donc moi, je n'accorde pas de crédibilité à une enquête du Soir. Maintenant, le jour où éventuellement... Apparemment, le MR, lui, en tient compte, puisqu'ils veulent entendre Armand de Decker. C'est normal de l'entendre. Moi, je lis dans les journaux que Armand de Decker a été sommé de s'expliquer. Non, il n'a pas été sommé de s'expliquer. Il doit s'expliquer. C'est tout à fait normal. Mais il s'expliquera et puis on verra. Je ne défends pas Armand de Decker, mais je ne le charge pas non plus. Parce qu'à l'heure où nous parlons, moi, je n'ai encore vu aucun article dans aucun journal disant sur quelle base du code judiciaire Armand de Decker serait inculpé ou aurait commis une faute. Le jour où on me dira il a violé tel article du code pénal, on en reparlera. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc vous attendez. Autre question, vous écrivez de temps en temps dans le Figaro. Souvent, pas de temps en temps. Enfin, vous avez une tribune, en tout cas, dans le Figaro. Et la dernière tribune que vous ayez fait la semaine dernière, elle mettait en cause une décision française, mais en fait, la décision a été prise en Belgique aussi. C'est d'ouvrir les prises de sang aux homosexuels pour peu, sous certaines conditions, notamment sous une condition d'un comportement non risqué, 12 mois d'abstinence normalement. Pourquoi vous êtes contre cette décision-là ? Bon, d'abord, ce n'était pas la dernière semaine, c'était il y a plus longtemps, mais ce n'est pas grave. C'est-à-dire que je trouve qu'on ne doit pas mélanger la santé publique et l'idéologie, si vous voulez. Et quand on parle de don de sang pour les homosexuels, on est en train de confondre 2 choses. Je pense qu'on doit prendre ces décisions uniquement selon des critères de santé publique et pas en y ajoutant des critères idéologiques de type non-discrimination, etc. Donc le jour où les scientifiques et les médecins diront il n'y a aucun problème, les homosexuels peuvent donner leur sang, je soutiendrai cette décision. Mais aussi longtemps... Donc un public à risque... Aussi longtemps qu'il y a une dimension idéologique de non-discrimination, si vous voulez, je ne peux pas soutenir une telle décision. Et excusez-moi, mais ça me paraît le bon sens même. Donc Maggie de Bloch a fait une erreur. Non, elle ne fait pas une erreur. D'ailleurs, elle essaye d'avancer. Elle est évidemment, comme toute la société, sous l'influence de ses lobbies. Je n'y vois pas d'inconvénient. Les lobbies sont là pour défendre leur point de vue. Elle prend une mesure qui, d'après ce que j'ai lu, ne satisfait personne, puisqu'elle dit que les homosexuels pourraient donner leur sang uniquement à partir du moment où il y aurait eu 12 mois d'abstinence. Et moi, ce que j'ai lu, c'est que ça ne leur convenait pas. Donc, Madame Maggie de Bloch est prudente, mais une fois de plus, critères de santé publique et rien d'autre. Merci Alain Destex. Demain, je recevrai Rachid Madran. Bonne journée, bonne soirée. Merci.